Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, e-radio, ITV, Immédia SN, qui vous fera le compte-rendu et nous avons le plaisir de recevoir le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Mamoudou, merci pour l'invitation. Alors, plus de 4,4 milliards de personnes dans 110 pays touchés par la pandémie du coronavirus sont soit confinées ou en tout cas soumises à d'autres mesures draconiennes. Le bilan du Covid-19 fait état de 150 000 morts, presque, disons, et plus de 2 millions d'individus infectés dans le monde. Le Sénégal a enregistré son 3e décès à Ziguinchor et dépassé la barre des 300 cas. Il faut le dire, même si le nombre de guéris est supérieur à celui des cas encore sous traitement. Cependant, les cas communautaires sont devenus très préoccupants et il est de plus en plus question de mesures plus contraignantes, annoncées d'ailleurs par le chef de l'État. À côté du port obligatoire du masque, il y a une probabilité de rallonge de la durée du couvre-feu et peut-être un confinement total ou partiel. Parallèlement à la question sanitaire, Monsieur le ministre de l'économie, l'État du Sénégal a pris une batterie de mesures économiques et sociales montant du plan de guerre dénommé Fonds Force Covid-19, 1000 milliards de francs CFA, soit le quart du budget global du pays. Pour en parler donc, vous êtes l'invité du jury du dimanche. Alors, comment peut-on qualifier aujourd'hui l'état de santé, puisque nous parlons de pandémie, l'état de santé de l'économie sénégalaise? Une économie en récession ou plutôt en crise? Je dirais plutôt, Mamoudou, une économie relativement en crise, comme dans tous les pays du monde qui sont donc affectés par cette pandémie. Et le Sénégal et toute l'Afrique également sont affectés. Pour notre pays, nous avons déjà subi les conséquences de cette crise avec des secteurs tels que l'aérien, le tourisme, l'hébergement, l'hôtellerie. Pratiquement tous les secteurs de l'économie sont affectés à des degrés plus ou moins divers. Pour le Sénégal, nous, au niveau du ministère de l'économie et du plan de la coopération, ce que nous avons prévu, c'est qu'il y ait une sorte de reprise timide à partir du mois de juillet. Donc nos prévisions de croissance pour l'année 2020 sont basées donc sur cette hypothèse. Mais on verra comment la crise va évoluer au Sénégal et dans le monde, sachant que même si nous arrivons, nous, Sénégal, à régler le problème, et nous sommes sur la bonne voie, le président a annoncé éventuellement le rallongement de la durée du couvre-feu, on saura dans les jours à venir. Le reste du monde, quand même aussi, n'est pas dans une situation plus favorable. Donc, même si nous, on arrive à résoudre le problème, ce sera difficile de continuer à recevoir des gens. Par exemple, sur le tourisme, la crise risque d'être un peu plus longue. À moins qu'on ne trouve, par exemple, comme commencent à le faire certains pays, des méthodes qui permettent de tester des passagers, par exemple, avant qu'ils ne décollent d'un pays, comme essaie de le faire Dubaï avec un nouveau test qui en 10 minutes vous donne des résultats. Et si on arrive à ce genre de mécanisme généralisé, on pourra envisager donc des échanges, surtout côté touristique, et qui permettront donc d'atténuer un peu le choc sur l'économie. Alors, vous dites juillet, vous pensez qu'il devait y avoir un début de reprise, mais sur quoi vous vous basez? C'est des estimations et nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres pays également qui ont commencé à faire des scénarios se basant sur à peu près juin-juillet. C'est un peu un petit consensus quelque part, même si certains pays pensent que ce sera plutôt vers le mois de septembre. Pour l'instant, c'est ça que nous avons comme hypothèse. Et en fonction aussi de l'évolution, d'ici un mois et demi, on aura peut-être à revoir encore cette hypothèse-là. Mais pour le moment, c'est ça à la base. Et avec cette hypothèse, notre taux de croissance donc, pour l'année 2020 sera forcément en deçà de 3%. Et si ça continue, ça peut aller beaucoup plus bas. Un taux négatif? Je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à une récession. Notre économie, quand même, elle est relativement très résiliente. Et nous ne sommes pas aussi une économie qui dépend aussi trop, par exemple,
du cours, par exemple, des matières premières. Certains pays, par exemple, qui exportent du pétrole, avec les prix du pétrole très bas, autour de 27-30 $, donc ont des difficultés vraiment majeures. Je pense à certains des pays qui ne sont pas très loin du Sénégal d'ailleurs. Mais nous, heureusement, on n'a pas ce type de problème. Mais certains secteurs quand même vont absolument avoir une croissance négative. Par exemple, pour l'hébergement, l'hôtellerie, ce sera autour de, pour l'instant, à moins 60%. Ça peut être plus que ça si la reprise n'est pas au rendez-vous au mois de juillet. Alors, le taux de croissance qui pourrait être de moins de 3%, ce sont les prévisions, mais le taux de croissance actuel, il est de combien? Tantôt on entend 6,8%, tantôt moins 5,3%. C'est voilà. Quoi le taux de croissance? 5,3%, c'est le taux de croissance donc, estimé par la DGPPE. Donc, on a un service au niveau du ministère de l'économie donc, qui fait ce travail. Il y a l'ANSD également qui va publier bientôt également des chiffres très provisoires. Parce que l'ANSD, n'oublions pas, est l'entité qui va publier plus tard le taux de croissance officiel final. En général, c'est 3 ans après donc, la période qui est concernée. Par exemple, pour 2019, le taux de croissance final ne sera pas connu avant 2022 parce que l'ANSD va faire des analyses, des études plus poussées et va prendre par exemple les chiffres des entreprises, les chiffres finaux, les états financiers par exemple, audités des entreprises pour affiner et finaliser. Mais entre-temps, on a des prévisions donc et de l'ANSD et les chiffres provisoires de l'ANSD et des prévisions donc de la DGPPE, c'est la Direction générale de la planification et des politiques économiques, qui a des statisticiens, des ingénieurs, des économistes chevronnés qui ont l'habitude de faire de ce travail. Et donc il y a l'ANSD qui a son chiffre et cette direction qui a son chiffre. Et vers la fin, il y a une convergence. Des fois, il y a quelques petites différences, mais en général de l'ordre de 0,2% ou 0,3%. C'est comme dans tous les pays. Donc, c'est des agents assermentés également qui font un travail extraordinaire, basé sur l'expérience, sur des analyses, sur des études. Et pour 2019, le taux de croissance estimé aujourd'hui, c'est 5,3%. C'est la base de travail. Pour déjà faire la baisse, elle est déjà là. Oui, une toute petite baisse. On était à 6% à peu près, 6 et quelques. On est à 5,3%. Mais c'est déjà une forte croissance, quand même 5,3%. On voit d'autres pays qui sont à 2-3%, même dans des pays, incluant même des pays d'Afrique. Et pour l'année 2020, ce qu'on avait estimé, c'est 6,8% de croissance. Ce qu'on avait estimé. Donc avec la crise, nous perdrons au minimum 4 points de pourcentage de croissance. Alors, ça va correspondre à quoi exactement? Une croissance ou un taux de croissance qui baisse aussi fortement. Ça renvoie à quoi? En fait... quelqu'un disait la croissance ne se mange pas, a fortiori quand elle baisse. Ça correspondrait à quoi? Voilà, c'est le taux qui baisse, ça veut dire que c'est l'augmentation, c'est le degré d'augmentation qui a baissé. Il y a toujours augmentation. Mais c'est que le niveau d'augmentation a baissé par rapport au niveau d'augmentation de l'année précédente. C'est simplement pour dire en fait que la création de richesse réelle dans le pays, on a eu création de richesse dans le pays par rapport à l'année passée, mais on a eu moins que ce qu'on avait eu par exemple l'année précédente. Donc la création de richesse, la richesse donc c'est vraiment l'ensemble des valeurs ajoutées qui sont créées par tous les acteurs économiques, donc les entreprises, les ménages, l'État, les administrations. Et cette richesse-là, donc, elle est distribuée en revenus ou bien elle est dépensée en investissement ou en consommation. Donc c'est un peu ce qu'on a. Et maintenant, à partir de ce taux de croissance donc, qui montre un peu le degré, je dirais, de solidité de l'économie, qui montre un peu le dynamisme de l'économie, avec donc un PIB qui est calculé en termes réels, qui nous permettra donc de calculer d'autres ratios, par exemple, pour faire la comparaison entre le Sénégal et d'autres pays, on va toujours se référer au PIB. Parce que, par exemple, si on dit qu'on parle d'endettement de l'État du Sénégal, ce sera par rapport à notre PIB pour faire la comparaison avec d'autres pays, mais également pour comparer par rapport à des normes communautaires. Par exemple, quand on regarde, par exemple, la mobilisation des ressources intérieures, donc des recettes de l'État,
on les ramène toujours également au PIB pour pouvoir comparer un peu par rapport aux autres pays. Voilà. Il y a une critique qui revient souvent quand nous parlons de taux de croissance au Sénégal. On sait quand même que le PSE compte beaucoup sur une croissance forte, avec même un objectif à terme, une croissance à 2 chiffres. Mais la critique qui revient souvent à l'encontre des gouvernants que vous êtes, c'est que notre croissance n'est pas suffisamment inclusive, que nous créons de la richesse, mais en réalité qui s'évapore, puisque notre économie est fondamentalement tenue par des compagnies étrangères. Vous répondez quoi? Moi, je dirais, n'oubliez pas quand même que sur le PIB, la contribution des entreprises, donc des acteurs économiques, que ce soit des acteurs de l'informel ou des acteurs du milieu formel, en fait, a une place extrêmement importante. Et ces acteurs économiques, donc, emploient des gens ou sont en auto-emploi, donc obtiennent des revenus par rapport à ces activités-là. Et soit c'est un salaire, soit c'est un bénéfice, soit c'est un revenu quelconque qu'on obtient par rapport avec cette activité économique. Cela permet donc d'avoir des revenus. N'oublions pas, c'est des revenus distribués. À partir de ces revenus, les ménages, les citoyens donc, peuvent faire face à leurs besoins. Et donc, quand il y a croissance économique, souvent il y a création d'emplois en même temps. Donc, croissance économique va souvent avec création d'emplois, surtout si la croissance est dirigée et est drivée par des secteurs qui créent beaucoup d'emplois, tels que l'agriculture, tels que la manufacture, tels que certains services. Et donc ça, ce sont des revenus qui vont vers les populations, et donc il y a un impact. Et pour ceux qui n'ont pas des revenus, qui sont un peu en dehors de tous ces mécanismes, l'État a quand même a mis en place des filets sociaux importants, tels que les programmes de bourse de sécurité, tels que la CMU par exemple, tels que PUDC, tels que aussi les investissements sociaux qui affectent directement les populations. Donc c'est des investissements sociaux à travers notre budget. Avec cette croissance, l'État reçoit donc des revenus, et avec cette croissance, l'État est crédible et peut s'endetter, souvent de manière concessionnelle, c'est ce que nous préférons, pour investir dans des projets, par exemple, sociaux qui vont affecter ces personnes directement, donc c'est la croissance inclusive, qui vont permettre à ces personnes d'avoir accès à l'électricité, à l'eau, etc., à la santé. Tout ça, c'est dans l'inclusion. Ce n'est pas une croissance extravertie, c'est ce que vous êtes en train de démontrer. Ce n'est pas une croissance extravertie parce que si une entreprise, par exemple, est détenue par des étrangers, d'accord, par des multinationales, ce que l'entreprise peut ramener, c'est simplement son dividende, son bénéfice vraiment réalisé essentiellement. Et ce que l'entreprise aussi peut ramener, c'est certainement de pouvoir exporter certains de ses produits dans notre pays, donc pouvoir élargir son marché national vers notre pays. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la croissance crée des emplois, qu'on ait plus de Sénégalaises et de Sénégalais qui ont de l'emploi, quel que soit d'où vient le capital. Ce qui est important également, c'est d'être dans un processus qui fera que les acteurs économiques aussi nationaux aient une part plus importante donc de l'activité économique, et c'est ce que le président va faire, par exemple avec la révision de la loi sur les partenariats publics-privés, qu'on pourra finaliser dans les quelques semaines qui viennent, pour permettre à plus de Sénégalaises et de Sénégalais, plus d'acteurs économiques sénégalais, d'avoir des parts plus importantes dans les sociétés de projets qui vont exécuter des projets PPP dans notre pays. Dans le sillage de la loi sur le contenu local. Il faudra réviser aussi la loi sur le PPP. Exactement. Donc c'est dans le sillage. Oui. Mais ce qu'on va faire également, c'est de réduire, par exemple, le seuil pour les offres spontanées. Parce que c'était de gros montants, et donc des gros montants dont l'accès c'était essentiellement réservé quand même à des multinationales, parce que nos acteurs économiques n'ont pas ces ressources, par exemple, pour faire des offres spontanées sur des projets de 50 milliards, par exemple. On va réduire, donc rabaisser ce montant, qui fera que beaucoup d'acteurs auront accès à ces partenariats publics et privés. On n'a pas encore finalisé, on est en discussion avec des différents partenaires, mais l'autre sujet aussi, c'est de faire des PPP avec les collectivités territoriales. Et ce sera essentiellement de petits PPP donc, qui seront disponibles donc, pour nos acteurs locaux.
Invité du jury du dimanche, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, Fonds Force Covid-19. Quelle est la stratégie économique qui sous-tend la mise en place de ce fonds, bien entendu, qui est nécessité par la pandémie du coronavirus? Voilà. Avec le coronavirus, le président de la République nous a instruit, donc le gouvernement, de faire un programme de résilience économique et sociale. C'est le PRES. Et sur ce le PRES, donc, qui a plusieurs volets, 4 volets. Il y a le volet d'abord sanitaire, donc le volet social, pour protéger vraiment les personnes vulnérables, mais également il y a le volet économique, donc pour assurer la stabilité macroéconomique et soutenir les entreprises en difficulté. Et le dernier volet, donc, c'est le volet qui consiste à s'assurer que le Sénégal a accès aux produits de base, les denrées de première nécessité, le carburant, donc les hydrocarbures, nous assurer donc le Sénégal peut importer ce qui doit être importé, tel que les hydrocarbures par exemple, pour que l'économie, pour que le pays ne s'arrête pas. Pour financer maintenant ce programme, le président a décidé de créer le Fonds Force Covid-19. Sa seule existence, c'est de financer vraiment ce plan. Et ce fonds, il est abondé, comme le décret le prévoit, par les contributions de bonne volonté. On est à peu près à une 15aine de milliards de francs CFA. Des partenaires au développement sous forme de prêts. Donc c'est des prêts concessionnels essentiellement que nous avons visés, mais également des dons. Certains partenaires aussi multilatéraux ou bilatéraux, tels que l'Union européenne, tels que l'Allemagne, ont promis des dons importants, quelques centaines de milliards. Ce que nous avons également décidé, c'est de revoir le budget, économiser par exemple 159 milliards de francs CFA sur le budget 2020, dont une partie, ce sont des dépenses d'investissement que nous reportons. C'est des dépenses importantes, mais il faut les reporter, dépenses d'investissement. Et une bonne partie aussi, c'est des dépenses de fonctionnement. Donc chaque institution du pays fera un effort, chaque ministère fera un effort pour couper sur les dépenses de fonctionnement et surtout aussi des dépenses qui n'ont plus leur raison d'être. Par exemple, de voyager. Personne ne voyage, il y avait les missions, il y avait d'autres dépenses, peut-être aller dans les missions même à l'intérieur du pays. Donc il faudra réduire toutes ces dépenses et donc faire face au financement donc, de ce plan. Mais le financement du plan aussi inclut de compenser donc, les pertes de recettes fiscales de 178 milliards par exemple. On s'attend à des pertes à peu près de 340 milliards de francs CFA. On finance ces pertes dans le plan à hauteur de 178 milliards et le reste, ce sont les économies budgétaires, donc de 159 milliards qui seront faits. Pour arriver à quoi? Voilà. L'objectif de ce plan, c'est d'abord, premièrement, d'avoir la bonne riposte sanitaire. Donc, on a consacré 64,4 milliards de francs pour que le ministère de la Santé, les forces de défense et de sécurité, tout le monde puisse réagir pour qu'on puisse guérir les malades, qu'on puisse confiner les cas contacts, qu'on puisse acheter du matériel, des masques, des équipements de protection individuelle et d'autres équipements pour que nos services de santé soient à l'aise. Donc ça, c'est 64,4 milliards. Et on a budgétisé donc 100 milliards de francs CFA qui vont aller directement donc vers les populations les plus vulnérables, dont 69 milliards de francs CFA pour l'achat de vivres et du savon qui seront distribués à 1 million de ménages vulnérables qui sont sélectionnés de manière très crédible, de manière très transparente, qui inclut la NSD dans le travail de sélection, mais également les communes, les chefs de village, les chefs de quartier, les associations dans les différentes communes de notre pays pour sélectionner 1 million de ménages, à peu près 8 millions de personnes. Et 15,5 milliards pour payer des factures donc, de la tranche sociale, 3 milliards factures d'électricité de la tranche sociale, c'est pour 975 000 familles, et puis payer également la facture d'eau de la tranche sociale pour 670 000 ménages affectés pour 3 milliards, plus la diaspora, 12,5 milliards, et toute cette somme, c'est 100 milliards de francs CFA. Et maintenant, après, on va sur le dispositif maintenant économique pour soutenir l'entreprise. On va arriver au dispositif économique, mais parlons quand même de l'aide
alimentaire, tout un débat sur la transparence. Le ministre Mansour Faye s'est prononcé sur le sujet à travers une conférence de presse. Le président de la République, dans un entretien accordé à des médias étrangers, a également été amené à se prononcer sur le sujet en disant que les priorités sont plutôt ailleurs, que le plus important c'est le combat contre la pandémie. Mais la question de fond, c'est quelles sont concrètement les garanties que vous pouvez donner que tout cela s'est passé déjà avec des marchés attribués dans la transparence et qu'au bout du processus, la transparence sera garantie. Voilà. D'abord, le garant de la transparence, c'est le président de la République. Donc cette directive du président en Conseil des ministres un peu partout, instruisant tous les ministres qui sont impliqués donc, dans la mise en œuvre de ce plan de résilience économique et sociale à assurer la transparence la plus totale. Donc il n'y a pas meilleure garantie pour nous. Le ministre, mon collègue le ministre Mansour Faye en a parlé pour au moins 1 heure hier lors d'une conférence de presse. Je suis sûr que le groupe E-Media a couvert largement cette conférence de presse. Il a donné des explications. Je ne pense pas qu'on va devoir répéter. Convaincre ou ne pas convaincre. Non. Mais vous, en tant que ministre de l'économie, qui est également au cœur quand même de toutes ces mesures qui ont été prises, quelles sont vraiment les garanties que vous pouvez donner? C'est des éclairages précis que le ministre Mansour Faye a donné hier. L'autre éclairage précis ou bien engagement que je peux prendre ici, et le président en a parlé déjà vendredi lors de son interview, c'est la création d'un comité de pilotage qui va inclure l'Assemblée nationale, le gouvernement, l'Assemblée, toute sensibilité concernée, plus également la société civile, plus le secteur privé et les partenaires au développement pour nous assurer du pilotage donc transparent donc des opérations dans le cadre de Force Covid-19. N'oublions pas que c'est 69 milliards pour la partie donc denrées alimentaires. Il y a d'autres volets extrêmement importants également, surtout le volet économique, le volet soutien aux entreprises, de nous assurer également que les entreprises qui vraiment en ont besoin, dans la transparence la plus totale, donc auront accès à cette ligne de financement rapide pour faire face à des besoins de trésorerie immédiats dans les secteurs les plus concernés. Je pense qu'on pourra parler de ce volet extrêmement important pour sécuriser l'emploi, permettre également aux entreprises donc, de ne pas fermer, mais également consolider ce plan pour la relance économique après donc Covid-19. Parlez-nous de ce qui est prévu pour les entreprises qui emploient, qui créent de la richesse et qui sont aujourd'hui dans des difficultés. Voilà, tout à fait. Pour ces entreprises, nous avons prévu plusieurs appuis. D'abord, nous avons un appui fiscal. Le président a décidé que pour toutes les entreprises et tous les contribuables qui avaient une dette fiscale à la date du 31 décembre pour 200 milliards de francs CFA, qu'on allait annuler une bonne partie de cette dette pour vraiment réduire au maximum le stress fiscal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les entreprises qui sont en difficulté dans tous les secteurs, c'est de leur permettre d'avoir des reports sur les déclarations et les paiements de toutes sortes d'impôts, que ce soit la TVA ou autre. Troisièmement, c'est d'accélérer donc, le remboursement des crédits de TVA. Quatrièmement, c'est au lieu pour les entreprises qui ont déjà investi et qui avaient une suspension de TVA qui devait être remboursée sur 1 an, nous avons élargi sur 2 ans. D'accord ? Toutes les entreprises, quel que soit le secteur, pour des chiffres d'affaires inférieurs à 100 millions de francs, donc on a ce report fiscal également, que l'entreprise soit en difficulté ou pas. L'autre point également, c'est pour les entreprises donc, qui vont maintenir l'emploi ou bien faire des chômages techniques et payer 70% du salaire net, l'État va renoncer aux impôts sur le salaire. Ce n'est pas un report, mais l'État renonce. Et tout ça, on a calculé, c'est une perte de recettes à peu près de 15 milliards quand on renonce donc à ces revenus. Et sur la TVA, suspendue, c'est 15 milliards également que l'État renonce à 15 milliards pour cette année. Et enfin, c'est la facilité de trésorerie rapide de 200 milliards de francs CFA que nous sommes en train de mettre en œuvre avec les banques de la place,
l'État s'engage à hauteur de 70 milliards de francs CFA en dépôt, l'État et ses partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui ont décidé d'accompagner exclusivement ce dispositif. C'est le cas, par exemple, de la Banque européenne d'investissement, qui va mettre 50 millions d'euros de prêts très concessionnels à l'État pour appuyer ce dispositif. Donc 70 milliards de dépôts dans les banques et rémunérés à taux zéro, avec aussi un travail avec la Banque centrale pour que les entreprises puissent se refinancer les banques puissent se refinancer auprès de la Banque centrale à hauteur à 2,5% par année, on obtiendra un taux de sortie pour ce genre de crédit de trésorerie à 3,5% maximum. Et l'État également renonce à l'impôt, donc à la taxe sur les affaires financières. L'État va renoncer pour que le taux de sortie pour les entreprises soit à moins de 3,5%, pour que également ce prêt, qu'on l'ait sur 6 ans avec un moratoire de 1 an, pour permettre aux entreprises de sortir un tout petit peu de la crise et de rembourser donc sur une durée de 5 ans. Donc 200 milliards sur la table pour les entreprises à cause de Covid-19. Avec un taux de crédit de 3,5%. De 3,5% sur une maturité jusqu'à 6 ans, oui, incluant un moratoire de 1 an. Quelles sont les modalités? Qui peut en bénéficier? C'est toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui a, pour l'instant ce qu'on a retenu, un chiffre d'affaires qui a baissé au minimum de 33%. Si vous avez perdu tout votre chiffre d'affaires, vous êtes éligible. Si vous avez perdu 33% ou plus, vous êtes éligible. Donc on va faire des comparaisons, les chiffres d'affaires entre mars et février. On a quelques données sur cela. Et ces entreprises pourront aller directement voir leurs banquiers, parce que c'est toutes les banques qui vont assister. Et ce qu'on a visé, ce sont des crédits mensuels pour couvrir les charges incompressibles, dont le salaire et peut-être le loyer, quelques factures, parce que pour que l'entreprise, pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, puisse faire face à toutes ces charges et continuer à exister, même si son chiffre d'affaires a baissé ou bien il a disparu. Pour certains, le chiffre d'affaires a disparu. Et maintenant, après les 4 mois ou les 6 mois, l'entreprise va rester donc 1 an sans rembourser, et à partir maintenant du 12e mois, donc l'entreprise va commencer à rembourser sur 5 ans. Et en plus donc de ce plan, de cette ligne de financement pour la trésorerie rapide, nous allons consolider pour financer la relance également. Parce que certaines entreprises vont devoir faire certains investissements importants après la crise pour pouvoir repartir et contribuer donc positivement à la croissance et continuer à créer des emplois. Nous reparlerons de la relance parce que c'est un sujet important. L'autre mesure annoncée, mais qui est interprétée comme une simple invitation du gouvernement, c'est les reports d'échéance pour les crédits que vous avez adressés aux banques, notamment à la BCEAO. Mais la question qui se pose, c'est que cela n'a pas d'effet contraignant, de force contraignante. Est-ce que vous pouvez éclairer également les auditeurs, les téléspectateurs sur ce point? Voilà, c'est une mesure pas seulement du gouvernement, c'est surtout de la Banque centrale. La Banque centrale a adressé donc une correspondance à toutes les banques pour les donc vous inviter à repousser et avec la Banque centrale donc qui va permettre donc aux banques de ne pas avoir à classer donc ces crédits, de les mettre dans un compte spécial. Comme une simple invitation. Mais les banques ont intérêt à le faire. C'est dans l'intérêt des banques. N'oublions pas aussi que les banques, c'est des entreprises, des institutions qui font des affaires. Quand vous avez votre client qui a quelques difficultés qui sont vraiment conjoncturelles, qui sont pratiquement limitées dans le temps, on sait à peu près c'est 3 à 6 mois, et que ce client, il est crédible, il avait des revenus, ce soit un salarié peut-être qui a perdu 30% de son salaire net peut-être, ou bien c'est une entreprise qui a perdu une partie de son chiffre d'affaires, les banques vont jouer le jeu. Et surtout que la facilité de trésorerie rapide va permettre en fait aux entreprises donc, qui vont en bénéficier de faire face. Et les banques avec qui nous avons discuté, nous avons eu des réunions, plusieurs réunions déjà avec l'association qui regroupe les banques et les SFD, et les gens sont vraiment dans une dynamique d'aider et de soutenir. Et nous le sentons, ce n'est pas
des banques qui se disent, écoutez, on va saisir sur les garanties, on va classer, etc. Non, c'est des banques qui sont prêtes à jouer le jeu parce que tout le monde sait que c'est un moment spécial dans le pays et dans le monde entier. Et ce n'est pas le moment vraiment d'apporter des lourdeurs en fait aux clients, et surtout des clients qui ne sont affectés que par la crise. Après la crise, ces clients vont redevenir solvables. On est au courant effectivement de ce courrier que le directeur national de la BCEAO a adressé au président de l'APBF, Mamadou Boubacar Sy, qui est également directeur général de la BHS. Les banques locales vont suivre. Les banques vont suivre, et nous, au niveau du Conseil des ministres de l'UEMOA, nous allons avoir une réunion par visioconférence, donc lundi donc à 9h, pour discuter de tout ça. Et la Banque centrale est présente à ces réunions, l'UEMOA et tout le monde. Nous allons renforcer donc ce message, voir est-ce que la Banque centrale pourra aller un peu plus loin. Je ne veux pas trop m'avancer, mais mon collègue, le ministre des Finances et Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et moi, nous allons assister à cette réunion, et nous avons quelques idées vraiment que nous allons proposer à la Banque centrale. Ce sera débattu avec les différents ministres, et ce qui s'applique au Sénégal va s'appliquer certainement dans les autres pays de l'UEMOA. Le ministre de l'économie, Amadou Hott, est notre invité. Nous allons écouter maintenant des questions de quelques auditeurs qui vous interpellent sur des sujets de l'heure. Bonjour Mamadou, je m'appelle Baba Dietiam. Ce dernier jour, on a entendu le président français Emmanuel Macron qui parlait de solidarité à l'endroit des pays africains. Ma question est la suivante. Pourquoi les dettes africaines reviennent de façon récurrente dans le débat international comme l'illustration de la compassion du reste du monde à l'endroit de l'Afrique? Bonjour Mamadou. J'aimerais poser à monsieur le ministre de l'économie pour les reports là des échéances dans les structures bancaires. Ça concerne qui et qui? Est-ce que les fonctionnaires de l'État en font partie? C'est ça que je voulais lui poser, quoi. Je vous remercie. Salam M. Khan, c'est Daoudaka depuis Kaffrine. Une question pour le ministre. Ne pensez-vous pas que Macron, dans son plaidoyer pour l'Afrique, est en train de nous tendre une perche dans cette annulation de la dette pour nous pousser pendant la période post-corona, soit à un ajustement structurel féroce, soit à une nouvelle dévaluation du franc CFA, ou encore à un désistement à la lutte pour une souveraineté monétaire avec l'éco? Merci. Nous parlerons de la question de la dette tout à l'heure, mais ce fonctionnaire qui a une préoccupation particulière, est-ce qu'il est concerné par le report d'échéance? Je suis tenté de dire que personnellement pas, parce que le fonctionnaire, il continue quand même à recevoir son salaire. Il n'est pas dans une entreprise en fait affectée et donc qui lui paye que 70% de son salaire net. Donc le fonctionnaire, s'il a besoin des reports d'échéance, certainement ce n'est pas à cause de Covid-19. Donc il faudra utiliser d'autres arguments avec sa banque pour obtenir peut-être des reports d'échéance. Le particulier qui a une dette auprès d'une banque n'est pas visé. Le particulier, il est visé également. Il est visé. Donc c'est tout le monde, c'est les entreprises et oui. les particuliers. Oui. Mais un particulier qui est affecté à cause de Covid-19. Le fonctionnaire, je ne pense pas. Le fonctionnaire continue à recevoir son salaire. Ce n'est pas un souci pour le moment. Très bien. Il faudra se rapprocher des banques pour bien comprendre ce que tous les autres recoupe cette notion de report d'échéance. Quelqu'un qui travaille dans un hôtel ou qui travaille par exemple dans un restaurant, qui a des difficultés, la banque certainement va mieux comprendre cette motivation que quelqu'un qui est dans un secteur qui n'est pas touché. On est à la fin du mois. Si ça se trouve qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui éprouveraient des difficultés pour payer les salaires, qu'est-ce que prévoirait l'État? Rien? Nous sommes en train en fait, d'accélérer la mise en œuvre de cette facilité. Donc j'invite vraiment toutes les entreprises qui nous écoutent et d'autres qui sont dans des difficultés de se rapprocher de leur banque. Dans les meilleurs délais, nous mettrons en place cette facilité. Nous avons eu une réunion importante le vendredi. Nous allons certainement, dès la semaine prochaine, notre objectif, c'est qu'après la réunion avec les ministres de l'UEMOA, que dans la semaine, qu'on mette en œuvre cette facilité. Mais d'ores et déjà, les banques seront ouvertes
à faire des facilités parce qu'elles savent La que... fin du mois est déjà là. Voilà, elles savent que la facilité va venir. Il y a une ordonnance qui interdit les licenciements. Oui, concrètement. Une entreprise qui ne peut pas payer ses salaires. Cette entreprise-là, je lui conseille d'aller voir tout de suite sa banque. Et cette entreprise l'a déjà, j'imagine, fait, parce que certaines banques nous ont dit qu'elles ont déjà commencé à répertorier les entreprises qui vont bénéficier donc de cette facilité. Certaines banques l'ont déjà fait, depuis quelques semaines maintenant, parce que nous sommes en train de discuter et on va finaliser et ça va se faire d'ici la fin du mois. Donc il faut que ces entreprises aillent voir leurs banquiers. J'ai entendu parler de cette facilité. Dites-nous comment y accéder. Et nous avons prévu des procédures très souples, que chaque entreprise aille voir son banquier. Au lieu d'aller voir une structure extérieure, allez voir votre banquier qui connaît bien l'entreprise, qui connaît les cash flows de l'entreprise, qui connaît les revenus passés de l'entreprise et qui va décider très rapidement d'accorder ce crédit. Et ce d'autant plus que l'État garantit 50% en fait de ce prêt pour les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards. 50% du risque, il est pris par l'État. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 milliards, nous avons prévu que 20% du risque, parce que ces entreprises sont beaucoup moins risquées, donc l'État va prendre en charge 20% de ce risque en donnant aux banques un dépôt quand même de 70 milliards avec nos partenaires qui est rémunéré à 0%. C'est ce que vraiment l'État peut faire actuellement, mais il y a des secteurs quand même où l'État a prévu, par exemple dans les transports terrestres, l'État a prévu quand même de contribuer avec des appuis directs à ces secteurs, avec l'AFTU, avec les taxi drivers, etc. Et les gens qui sont dans le transport urbain ou le transport interurbain qui est complètement arrêté. Donc l'État va faire un effort. Pour Dakar Dem Dikk également, qui doit quand même continuer à fonctionner avec toutes les contraintes qui sont prévues. On ne peut plus rester debout dans un bus. Le nombre donc de places, le revenu baisse drastiquement. Et l'entreprise, donc le bus qui continue à rouler, il faut quand même que quelqu'un appuie donc cette entreprise. Et l'État a décidé de le faire pour que le transport quand même urbain continue donc à avoir lieu. Et puis l'État compense ceux qui font du transport interurbain, compense même les gares routières un tout petit peu. Le ministre des Transports terrestres aura des discussions certainement avec ce secteur. De la même manière également que le ministre du Tourisme et du Transport aérien a eu des échanges avec son secteur. Ce ministre aussi, mon collègue, il va également avoir d'autres échanges avec les gens qui sont dans l'aviation. Donc le transport aérien également touché, les entreprises de la plateforme de l'aéroport AIBD, on a une ou deux entreprises privées au-delà de Air Sénégal. Donc toutes ces entreprises-là, il faut que le mécanisme que nous avons mis en place, donc la facilité de 200 milliards, puisse les appuyer. Et en plus de cette facilité, il y a également le crédit hôtelier que le président a décidé de ramener à 15 milliards. C'était un crédit de 5 milliards, maintenant il passe à 15 milliards, avec l'effet de levier pour 15 milliards. Peut-être que ces hôtels pourront bénéficier d'un crédit peut-être de 30 ou 45 milliards. Je reviens à la question sensible du salaire. Tout travailleur salarié ici au Sénégal sera payé à la fin du mois. C'est notre ambition et c'est notre objectif avec le dispositif que nous avons prévu pour aider les entreprises. Il y a un travail que les entreprises aussi doivent faire avec les banques et nous les incitons vraiment à y aller dans les meilleurs délais pour que cette facilité-là puisse les appuyer tout de suite à la fin de ce mois, pour 3, 4 ou 5 mois, on verra, sur la durée de la crise. Monsieur le ministre, il y a l'enjeu de la préservation des emplois. Une ordonnance qui interdit quasiment tout licenciement. Tout licenciement, excepté le licenciement faute lourde, oui, mais si on ne peut pas... mais pour des entreprises vraiment dans de sérieuses difficultés, est-ce que ce n'est pas une ordonnance qui risque de s'appliquer difficilement? Bon, l'État sait que cette ordonnance, elle est contraignante. C'est pourquoi aussi nous comptons sur un appui direct ou indirect que l'État va octroyer à ces entreprises en renonçant aux impôts, en renonçant à certaines recettes,
en mettant en place la facilité donc pour leur permettre d'accéder à la liquidité tout de suite. C'est ça le plus important. Le reste, après, on verra. L'État a prévu d'accompagner toutes ces entreprises dans le moyen long terme également pour la relance. Donc, même si vous n'avez pas de revenus, ou bien vos revenus ont beaucoup chuté, si vous avez la trésorerie déjà qui est concessionnelle relativement, que vous n'allez rembourser que sur 6 ans avec un moratoire de 1 an, si vraiment votre entreprise était affectée à cause de Covid-19, normalement, après Covid-19, avec l'appui de l'État aussi pour la relance, l'entreprise doit pouvoir reprendre ses activités, payer ses salaires. Mais peut-être qu'il y a des entreprises qui avaient des problèmes structurels. Ça, c'est autre chose. On peut envisager d'autres appuis, mais vraiment, l'appui que nous avons aujourd'hui, c'est pour les entreprises qui fonctionnaient, qui payaient leur salaire, qui avaient un chiffre d'affaires, tout d'un coup, voient leur chiffre d'affaires évaporer ou bien réduit drastiquement parce qu'il y a une crise qui n'était pas prévue. Le monde entier, personne ne l'avait prévu. Et c'est notre devoir aussi d'aider ces entreprises pour que le salarié, qui n'est pas responsable aussi de cette crise, ne soit pas dans des difficultés. L'industrie pharmaceutique, avant de parler de la dette tout à l'heure, qu'est-ce qui est concrètement prévu également pour l'industrie pharmaceutique? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la seule usine qui fabriquait des médicaments a été fermée, Médis Sénégal. Cette décision annoncée par le président américain Trump également de suspendre l'appui américain à l'OMS. On apprend également que la France a décidé de ne plus fournir des médicaments au Sénégal. Vous voyez bien l'enjeu au plan sanitaire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il est prévu dans le cadre de ce plan de résilience économique et sociale pour l'industrie pharmaceutique, la santé de manière générale? Absolument. La santé devient vraiment un secteur extrêmement stratégique pour tous les pays du monde. La crise a montré qu'il est extrêmement important pour chaque pays d'avoir une certaine souveraineté alimentaire, sanitaire et même pharmaceutique. Et le Sénégal donc va mettre l'accent donc sur ces 3 secteurs. Le président a donné des instructions au Conseil des ministres pour appuyer donc certaines entreprises dans le secteur de la pharmacie qui sont en difficulté, telles que Médis par exemple. Nous les avons rencontrés. J'ai rencontré récemment les acteurs donc de la pharmacie pour voir au-delà de cette crise quels sont les problèmes structurels que ce secteur-là a. Nous avons beaucoup échangé. Je vais en transmettre au ministre de la Santé, mais également discuter au sein du gouvernement et mettre en place un plan pour que notre industrie pharmaceutique soit beaucoup plus dynamique, pour que les entreprises en difficulté, qu'on puisse les aider. Par exemple, Médis, il y a déjà des discussions avancées avec certains acteurs institutionnels au niveau de l'État, mais également avec les banques. Nous avons promis de les appuyer également et on va continuer avec la Caisse des dépôts, certaines banques et également avec le Fonds 6, pourquoi pas voir Fonds 6 prendre une certaine participation dans la société. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les actionnaires donc, qui sont à l'étranger ont décidé de contribuer une partie du besoin de financement qui est identifié et l'autre partie sera financée donc par les banques. Nous allons suivre ce dossier très en fait de très près et également travailler avec les différents acteurs, le ministère de la Santé et le ministère des Finances pour que certains goulots d'étranglement qui affectent négativement ce secteur et d'autres également puissent être levés. Par exemple, certaines autorisations que l'État doit accorder à une société qui investit dans la pharmacie, la fameuse autorisation de mise sur le marché, il faut qu'on trouve des moyens pour que cette autorisation puisse être délivrée de manière plus rapide. Quand j'étais DG du Fonds 6, nous avions investi dans une entreprise Parenterus, donc dans la pharmacie, qui fait des solutés massifs. Et l'entreprise a déposé récemment donc, sa demande d'autorisation. Nous espérons que ça va être accordé rapidement pour que cette entreprise puisse mettre sur le marché des solutés massifs au lieu de les importer. Il y a également d'autres secteurs dans la pharmacie, d'autres produits stratégiques qu'on va devoir, par exemple, produire localement. Des masques. Des masques, on doit pouvoir produire des masques certifiés qui répondent aux normes
dans notre pays. Et il y a une initiative importante pour la production massive de masques au Sénégal, pour que, au moins dans tous les lieux publics, quand on est dehors, qu'on mette son masque. On a vu que mettre un masque, ça peut nous éviter d'aller vers un confinement total. Nous avons vu des pays tels que la Corée du Sud, une ville telle que Hong Kong, qui a quand même eu des résultats importants grâce au port de masques obligatoires partout dans leur territoire. Et si nous arrivons à produire des millions de masques, je pense que chaque Sénégalais pourra en avoir avec un coût vraiment réduit, pourquoi même gratuitement pour certaines personnes. Il y a urgence. Il y a urgence. Oui. Et il y a déjà, les gens sont en train de produire déjà des masques. Hein. Oui. Déjà. Mais il faut juste accélérer, il faut appuyer donc, toutes ces initiatives et produire massivement les masques dont nous avons besoin. Créer des emplois et en même temps satisfaire à ce besoin de santé publique. Ces tailleurs-là qui fabriquent des masques sont éligibles à ce plan de résilience économique et sociale? Ils sont éligibles indirectement avec l'ADER, par exemple, qui a déjà une initiative importante pour financer des masques. Nous avons un partenaire aussi qui propose des dons. Donc pour ces secteurs, le ministère de l'Artisanat y travaille, le ministère du Commerce y travaille. En Conseil des ministres la fois passée, le président a instruit qu'on harmonise tout ça, qu'il y ait une coordination et qu'on arrive surtout à avoir des masques, des prototypes certifiés, normés, pour que tout le monde produise donc le même masque qui répond aux besoins donc sanitaires, donc le ministère de la Santé qui va donner donc les spécifications à la matière. Enfin, la dette, tout un débat. On sait qu'il y a cette demande forte du président du Sénégal, Macky Sall, d'une annulation de la dette. Pour le moment, la réponse n'est pas trop favorable à une annulation, plutôt un moratoire pour ce qui concerne la dette publique. Il y a également la dette commerciale. On parlerait plutôt d'un rééchelonnement. Vous êtes ministre de l'économie. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on arrivera à une annulation pure et simple de la dette des pays africains? Voilà, le président de la République a fait un appel au mois de mars, vers la fin du mois de mars, et un deuxième appel donc lors de son discours du 3 avril, qui a été entendu par le président donc français, le président Macron, lors d'un discours important, a parlé d'une annulation massive, au-delà même de ce que le président Macky Sall proposait. Le G20 n'est pas favorable. Voilà, sa sainteté, le pape également a soutenu, le secrétaire général des Nations Unies et d'autres sommités également ont soutenu. Le G20, dans un premier temps, a proposé un moratoire pour cette année seulement, donc sur la dette bilatérale. Et nous, surtout le Sénégal, nous disons que c'est une étape vers éventuellement une annulation de la dette qui prendra un peu plus de temps à mettre en œuvre parce qu'il faut négocier avec tous les pays qui sont concernés. D'abord la dette bilatérale qui est plus facile parce que c'est la dette entre nos pays et les pays essentiellement du G20. Et il y a la dette multilatérale et la dette commerciale. La dette commerciale, notre président n'a jamais envisagé son annulation. Il a juste parlé de réarrangement. C'est la dette privée. Là, c'est la dette privée, la dette commerciale. C'est les eurobonds, la dette envers des banques commerciales internationales, etc. Ça, il faut juste réarranger pour que nos pays puissent respecter leurs engagements de payer le service de la dette, par exemple cette année ou l'année prochaine. Si vous prenez, par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, c'est 38 milliards de dollars de services de dette privée entre seulement cette année et l'année prochaine. Si on trouve un mécanisme innovant, d'ailleurs on en a discuté hier lors d'une conférence téléphonique avec le président Ramaphosa, le président de la Banque mondiale, la directrice du Fonds monétaire, et nous avons échangé sur ce mécanisme innovant qui nous permet de repousser un peu ce paiement de cette dette privée en respectant également nos engagements avec les créanciers privés. Et donc ça, c'est un mécanisme sur lequel on va travailler. Même hier soir tard, j'ai eu des conférences calls sur ce mécanisme. Au niveau africain, on sait que le président de l'UA, en exercice de l'UA, Ramaphosa d'Afrique du Sud, a parlé d'une task force, une mise en place même d'une task force, avec un certain Tidjane Thiam. Absolument. Hier soir, on a eu la vidéoconférence avec Tidjane Thiam, avec Vera Songway, avec le ministre de l'économie du Cameroun. Et donc, nous allons avancer très vite.
vite. Nous allons donc proposer au FMI donc, déjà et à la Banque mondiale de s'orienter vers ce mécanisme innovant qui nous permettra, à travers par exemple une structure spéciale, une SPV, qui va lever des financements concessionnels de très long terme, qui va donc payer par exemple le service de la dette privée sur 2 ans pour les pays qui le souhaitent, à notre place par exemple. Le Sénégal sur 2020, le service de la dette privée, c'est 470 milliards de francs CFA. Donc si on arrive à récupérer ces 470 et que la SPV paye à notre place, et que nous, on paye ces 470 milliards sur 25 ans à des taux très concessionnels, évidemment, ça va affecter positivement nos capacités à financer notre développement et à accélérer le développement de nos pays. Oui. Mamadou Diop sur Facebook qui dit: que pensez-vous des propos de Mme Nadine Morano disant qu'une dette n'est jamais pardonnée mais payée par les Français, et ils en ont assez. Il faut que l'Afrique paye sa dette. Mais, au lieu de toujours demander une annulation. Non, on ne demande pas toujours une annulation. La dernière fois qu'on a eu une annulation qui ne concernait pas seulement l'Afrique, c'était, si je me rappelle bien, en 1996, avec l'initiative avec la Banque mondiale et le FMI. Moi, ce que je dis simplement, c'est que l'Afrique a une relation donc très spéciale avec tous ces bailleurs. Nous sommes dans un monde qui va changer avec le coronavirus. Il ne faut pas simplement penser en termes de gains. Ces pays du G20 ont mobilisé 5 600 milliards de dollars en quelques semaines pour faire face à une crise inattendue venant d'un virus inattendu. 5 600 milliards. La dette bilatérale de l'Afrique subsaharienne, c'est 99 milliards de dollars. Ce n'est même pas 2% des 5 600 milliards qui ont été mobilisés par tous ces pays. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Et cela permettra à l'Afrique d'accélérer son développement et d'être aussi un client et un partenaire encore plus crédible pour ces pays. Ces pays pourront exporter des biens et services en Afrique si l'Afrique a le pouvoir d'achat. Donc l'Afrique, dans ce cas, ne va plus envoyer des immigrés dans leur pays. Donc il y a vraiment c'est gagnant-gagnant, moi je trouve. Et si demain on vous imposait des programmes d'ajustement structurel comme conditionnalité, quelqu'un a posé la question. Quelqu'un a posé la question. Je ne pense pas que le président français parle d'annulation massive dans le seul but de nous imposer un programme d'ajustement. La France, le président Macron n'a rien à gagner que l'Afrique soit un ajustement structurel. Au contraire, si on est en ajustement, on consomme moins. On va échanger moins avec le reste du monde. Donc pour moi, il y aura des conditions, certes. C'est à nous maintenant, la task force, nous, ministres de l'économie, ministre des Finances, mon collègue Finances et Budget et les autres ministres, c'est à nous maintenant de négocier les conditions de mise en œuvre donc, de cette annulation ou de ces rééchelonnements. Il y a quelque chose de paradoxal dans la démarche du Sénégal, en tout cas semblant de paradoxe. Le FMI qui vous accorde 265 milliards, d'ailleurs le Sénégal n'est pas éligible sur la liste des pays bénéficiaires au nombre de 25 de l'annulation de la dette du FMI, mais ces 265 milliards, ce n'est pas un don, c'est encore un endettement. C'est un endettement. Vous vous endettez alors que vous demandez aussi l'annulation de la dette. Mais c'est normal parce qu'il y a une urgence. L'annulation de la dette, ça prend du temps. Et l'annulation de la dette ne concerne pas, ce n'est pas toute la dette qui est annulée, c'est une partie de la dette dont on demande l'annulation. Mais le prêt du FMI, c'est quand même très concessionnel. C'est sur 10 ans, taux d'intérêt zéro et moratoire de 5 ans. On ne fait pas partie des pays, les 25 pays les plus pauvres au monde. Le Sénégal doit s'en réjouir. Parce que ce sont des pays qui ont un PIB par habitant inférieur à 1175 $ ou qui ont un PIB par habitant inférieur à 2300 $, mais à condition que la population soit inférieure à 1,5 million. Nous, on n'est pas dans cela. Et même si est à combien aujourd'hui? Nous, on est à peu près à 1500 $ PIB par habitant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, même si le Sénégal faisait partie de ces pays-là, l'annulation ne concernera que 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Comment relancer notre économie? Le plan Sénégal émergent, référentiel des politiques publiques, est-ce qu'il n'est pas quelque part à l'arrêt aujourd'hui? Il est un peu ralenti. Et il y a encore des projets prioritaires qu'on va exécuter absolument cette année, mais obligatoirement, on va revoir le PAP 2, donc le PAP 2 du PSE, pour réorienter un peu les dépenses d'investissement. Par exemple, il y a 10 jours, le président a eu une réunion visioconférence avec des médecins, des professeurs d'université, le ministère de la Santé et nous-mêmes, pour penser à un plan
d'urgence quinquennale de modernisation, de transformation de notre système sanitaire, d'avoir plus d'hôpitaux au niveau 4, que vraiment la santé également soit plus, l'accès aux services de santé soit plus équitable, plus, je dirais, démocratisé, si je peux utiliser ce mot. Et c'est les conséquences du Covid. Peut-être s'il n'y avait pas Covid, peut-être qu'on n'allait pas y penser tout de suite. On allait y venir plus tard, mais là, c'est dans l'urgence. L'urgence également de nous assurer quand même que nous avons l'autosuffisance dans les cultures vivrières surtout, d'où plus d'investissements cette année pour le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, pour plus d'engrais, plus également de semences certifiées, pour qu'on puisse produire plus massivement et importer beaucoup moins, surtout en termes de dépenses alimentaires. Et donc, c'est la souveraineté alimentaire. La pharmacie, j'en ai parlé. On va ajuster le PAP 2 et nous avons réuni déjà des experts, des professeurs d'université au Sénégal. On a un comité de croissance et de veille économique au niveau du ministère avec le secteur privé, avec les différents ministères. Et ce comité est en train de travailler sur la relance. Dernière chose, on parle rarement de nous-mêmes, je veux parler de la presse. Alors, la subvention à la presse, l'enveloppe, c'est 1 milliard ou 1 milliard 400? C'est doublé, c'est 1 milliard 4. 1 milliard 4. C'est 1 milliard 4. C'est très clair. Voilà. Payable un peu en avance par rapport aux années précédentes. Avec des critères quand même absolument respectés. Mon collègue, le ministre Abdoulaye... Pour que cela aille aux vraies entreprises de presse, aux vrais organes de presse. Absolument. Parce que là aussi, les responsables des médias se posent énormément de questions sur la répartition. Le ministre Abdoulaye Diop travaille vraiment sur la répartition et je suis sûr que vos organes également, vos associations seront impliquées donc dans cette répartition de ce 1,4 milliard. Le président a décidé de doubler parce que la presse est affectée par Covid-19, mais également la presse est plus sollicitée donc dans l'éducation, dans les actions de citoyenneté, dans la vulgarisation de tous les comportements que nous devons voir au niveau de nos populations pour endiguer donc la propagation du virus. En dehors de la subvention, il y a quelque chose de spécifique qui est prévu pour la presse? Les entreprises de presse également auront accès à la facilité en remplissant donc les conditions. Des 200 milliards. Des 200 milliards, mais au niveau des 200 milliards également, il y a une partie pour les TPE également, avec le FONGIP qui va jouer un rôle important donc pour donc assister ces TPE, mais également les sociétés de microfinance, pour que ces sociétés-là puissent également prêter davantage au secteur informel, avec des taux également réduits. Donc les microfinances, c'est en général 18% ou plus, mais avec la facilité que nous mettons en œuvre donc avec le FONGIP, nous espérons que ce sera en deçà de 10%, donc pour le secteur informel également. Merci. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, était l'invité du jury du dimanche. Voilà, je voulais juste vous remercier, Mamoudou, pour l'invitation et également faire un clin d'œil aux populations sénégalaises donc, qui sont affectées par ce virus, partout dans le Sénégal, en particulier également dans ma commune. Donc à Yeumbeul Sud, nous avons eu plusieurs cas récemment et beaucoup de bonne volonté également s'activent pour aider ces populations donc, qui sont affectées. Plusieurs familles sont confinées, plusieurs centaines de personnes donc, sont confinées parce que ce sont des cas contacts. Et nous espérons qu'avec l'aide de tout le monde, l'aide de l'État, les bonnes volontés, et nous-mêmes également, nous avons lancé des actions là-bas pour aider les populations. Et nous espérons que tout cela portera ses fruits pour que l'impact soit le moins ressenti possible donc, dans la commune et dans tout le pays. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le jury du dimanche iRadio ITV, à la technique Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye et Ibamar Sen pour la prise de son, Babacar Fall et Pape Doudou Diallo pour E-Media SN, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.